On se retrouve une fois encore au rendez-vous du Forum des rédactions. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon là où vous vous trouvez en ce moment où vous nous suivez. Nous sommes le 27 mai 2022. Aujourd'hui, nous allons aborder quatre sujets d'actualité, notamment la réglementation du bruit au Bénin, des dispositions à l'efficacité. Et puis, fin de l'exposition des trésors royaux et réouverture pour la période estivale. Quel bilan faire? Nous en parlerons avec mes débatteurs déjà au plateau. Quelles solutions pour mettre fin aux incendies répétés au marché d'Antokpa? Et puis, nous aborderons également l'hommage rendu aux 5 soldats morts à Pendjari le 11 avril dernier. Voilà les sujets qui meubleront donc le forum des rédactions d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de garder votre position. On se retrouve juste après cette virgule. Aujourd'hui, donc, pour le débat, j'ai à ma droite Judicaël Janvier Gbagidi. Judicaël Janvier Gbagidi, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté une fois notre invitation. Tout honneur à moi, hein. Vous êtes promoteur du journal Écho de nos communes. Comment se porte le journal? Vous avez fait votre parution d'ailleurs aujourd'hui. Quels sont les sujets abordés à la manchette? Bon, nous avons surtout parlé d'un homme suffisamment social. C'est ça qui nous a surtout motivé à faire la parution. Bon, à Zé également, il y a eu collectif budgétaire. C'est ça. C'est d'ailleurs notre leitmotiv dans notre ligne d'action. Voilà, c'est un peu ce dont on parle, c'est les communes. Donc hier, Léopold Zinsou, qu'on ne présente plus, a pu faire une tournée pour galvaniser la troupe des élèves dans les 3 communes de la 6e circonscription. On était à Zivier, on était à Soava, on était à Zé. Voilà, donc très bien. Il a pu donner quelques outils de travaux à ses enfants pour leur donner le courage d'affronter la guerre qui est en face d'eux, la guerre éducative. La guerre éducative. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, en face de Judicaël Janvier Gbagidi, nous avons celui que vous connaissez d'habitude, c'est un habitué de ce plateau du Forum des rédactions. Marc Goudianou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV, les auditeurs de Diaspora FM. C'est un plaisir d'être avec vous. Dois-je rappeler que vous êtes le directeur de publication de Info Zénith? Exactement. Comment se porte le journal? Très bien, on a fait notre dernière parution déjà hier. La semaine est terminée pour nous, donc c'est le début du week-end. Très bien. Le début du week-end, on va tenir compagnie aux internautes, aux téléspectateurs, et voilà, à travers le forum des rédactions. Sans plus tarder, on va aborder le premier sujet, réglementation du bruit au Bénin, des dispositions à l'application et surtout à l'efficacité. Déjà 2 décennies que le décret 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin a été pris. Mais le constat est que les nuisances sonores viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. Des dispositions sont désormais prises pour réglementer le bruit dans notre pays. Marc Goudianou, réaction. Merci Maurice. Il faut reconnaître que c'est vrai que lorsque l'on prend un pays comme le Bénin, nous avons ce problème qui est de plus en plus récurrent en ce qui concerne les bruits sonores. Que ce soit dans votre petit quartier, que ce soit en pleine agglomération, que ce soit dans les villages et hameaux, c'est qu'il y a toujours des foyers de bruit sonore qui résident un peu partout. Alors qu'à un moment donné, nous tous, en tant que citoyens, en tant que population, nous avons besoin de tranquillité pour mener à bien parfois nos activités. Et nous avons constaté que toutes les réglementations qui ont été mises en place pour pouvoir quand même contrer un peu
cette prolifération de ces engins à grand bruit et autres n'a pas limité les ardeurs des uns et des autres. Lorsque vous prenez les bars qui jouent jusqu'au-delà de 23 heures, qui jouent à un débit très élevé de son, vous prenez les moulins à maïs, les moulins à condiments, et ainsi de suite, les grandes usines, les sureries, il y en a qui travaillent même à des heures indues. Alors, il fallait quand même trouver la juste mesure pour pouvoir mieux cadrer, parce que c'est déjà cadré à un moment donné, mais il faut encore mieux cadrer les choses. Parce que les citoyens, certains, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais certains se disent qu'ils ne savent pas que normalement ils doivent faire ci, ce qui fait qu'il y en a qui continuent dans cette impunité. Il y en a qui le font allègrement parce qu'ils savent, ils connaissent bien la loi, mais par recherche du gain, ils sont tenus parfois en tout cas de franchir la barrière de la loi. Donc, ce qui fait qu'on est confronté à un véritable problème. Et aujourd'hui, avec cette avancée, avec la nouvelle réglementation, je crois qu'on va limiter un peu plus les dégâts. Mais limiter les dégâts, il faut forcément des gendarmes, quand je dis gendarmes en griffe, qui puissent quand même aller au contrôle régulier de ces endroits-là pour pouvoir quand même régler le problème. Parce que le tout ne suffit pas de mettre en place les lois, mais il faut quand même des mécanismes qui doivent être mis en place quand même pour pouvoir permettre l'exécution ou le respect de ces lois-là. Et c'est en cela qu'il faut beaucoup plus mettre le point, parce qu'il faut mettre le point sur l'accompagnement qui va être fait et comment les dispositions seront mises en place pour que ces lois-là soient respectées et que les citoyens puissent, chacun de son côté, puissent vaquer librement à ses occupations pour que nous soyons tous égaux du point de la loi. M. Kalibagidi, votre réaction par rapport à cette disposition prise en Conseil des ministres ce mercredi? Non, je crois quand même que ça fait une décision de plus, à mon avis, parce que nous, ce n'est pas l'heure de parler de bruit dans notre pays. Ah oui. Le bruit est dans nos ventres, le bruit est dans nos maisons. Ah oui. Bon, mais cependant... Vous n'êtes pas dérangé chez vous? Il n'y a pas Quand d'église? je parle, j'ai fait un peu de métaphore en parlant de bruit. Le bruit de la faim, c'est actuel. Ce n'est pas le bruit des moulins ou des sonorisations qui doit, pour le moment, être notre problème. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. On le félicite par ailleurs, mais... Il y a du bruit dans de la sonorisation aujourd'hui. Il y a du bruit dans votre ventre. Bien sûr. Et le bruit de nos ventres, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on aille parler de la sonorisation dans les bars ou les moulins, d'ailleurs, qui aujourd'hui ont monté les prix de la mesure de maïs. Voilà. Donc, pour vous faire moudre une mesure de maïs aujourd'hui, c'est à 75 francs au lieu de 50 francs. Vous voyez un peu. Ou à payer à Kassa aujourd'hui, la boule qui était déjà réduite est encore devenue plus minime. C'est les problèmes que nous avons, ça. Et non, le bruit qui se passe. C'est vrai, c'est les autorités. Elles se sont appesanties sur un dossier. C'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas ça le criard aujourd'hui. Bon, qui est bruit ou pas aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que le Béninois, c'est de ça que le Bénin a besoin aujourd'hui? Que nos autorités se concentrent sur le nécessaire. D'accord, bravo. Bon, aujourd'hui, nous aurons la paix, on va peut-être dormir. C'est surtout les églises que moi, j'ai aimé la décision par rapport aux églises qui, à 13 heures, vous perturbent, vous crient le vous est là à tout moment. Donc, c'est bon. Mais aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur ces problèmes minimes. Voilà. Mais bravo à l'autorité qui a pris cette décision de réduire le bruit au Bénin. Ce n'est pas l'important, mais... c'est déjà quelque chose. Une chose est de prendre des dispositions, mais l'autre chose est de les faire respecter. Est-ce que le gouvernement véritablement pourra faire respecter ces décisions dans les églises, dans les bars et autres endroits où il y a beaucoup de bruit, les scieries et autres? Monsieur Mori, vous êtes en train de me pousser à beaucoup parler par rapport à ce dossier parce qu'aujourd'hui, l'homme a faim. Celui qui a son moulin, et c'est grâce à ça qu'il ramasse 500 francs par jour. Et il a 16 heures de pointe. Les bonnes dames qui viennent peut-être pour moudre le maïs d'Akassa, c'est à partir de 6h30 pour être prête déjà à une certaine heure, déjà à 8h, pour envoyer Akassa à l'école pour les enfants. Vous leur dites non, à cette heure-là, nous sommes en train de dormir, il faut venir à 10h pour écraser, pour moudre le maïs. Ils ne vont jamais entendre, ils ne vont jamais respecter, ce n'est pas possible. Le ventre faim n'a point d'oreille, on a dit. Le ventre affamé. Alors, pendant que c'est le ventre affamé, s'il vous plaît, le ventre qui a faim, je vous l'ai dit. Voilà, donc cette dame, c'est ça qu'elle fait pour arriver à joindre les deux bouts.
Vous lui dites aujourd'hui, non, c'est à 10 heures que tu viendras moudre ton maïs. Non, c'est pourquoi je dis, c'est pas ça l'urgent aujourd'hui. C'est pas ça. Alors donc, tous les moyens sont bons. Aujourd'hui, nous sommes contraints sur beaucoup de plans. Oui, mais c'est pas parce qu'on a faim qu'il faut instaurer la pagaille dans la République. Non, la pagaille, personne ne peut accepter cette pagaille. Je vous dis, c'est important de réduire le bruit. Ce n'est pas parce qu'on a faim que les églises vont crier de 0h à 7h du matin. C'est leur activité pour se faire, excusez-moi que je ne suis pas en train de juger une église, c'est leur activité pour se faire de l'argent, leur gagne-pain. Vous voyez, c'est vrai que les églises, pour elles, ce n'est pas forcément de l'argent qu'elles cherchent, mais nous tous, nous savons ce qui est en dessous. Alors, donc, moi, je ne sais pas, je ne dirai rien. Bon, donc, c'est l'activité principale des gens aujourd'hui qui se retrouvera réduite parce que on va dire non, vous ne pouvez pas commencer à telle heure, vous ne pouvez pas actionner votre activité à telle heure. Et par hasard, c'est peut-être en cette tranche interdite que le monsieur fait son gagne-pain. C'est encore plus ce chômage qu'on est en train de vouloir créer. Ce n'est pas ça, l'important aujourd'hui. Bon, donc je crois que je n'ai rien contre la décision. C'est très bien, ça va réduire le bruit, les bars qui tempêtent à tout bout de champ. Et vraiment, quelque part, c'est l'activité de quelqu'un. Il mange avec, il fait sa vie avec. Est-ce que le gouvernement a pensé à ça là? C'est d'abord ça. Donc, les moyens de restriction et d'obligation à respecter une décision, ça existe plein. Comme l'a dit mon confrère, les gendarmes sont là. Bon, entre griffes, comme il a dit, nous avons la police républicaine. Nous avons plusieurs corps qui peuvent nous aider à forcer la population à respecter la loi. Mais, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit ça la primaire aujourd'hui dans notre pays. Nous avons d'autres soucis. Envoyer ces gendarmes dans les marchés pour faire des sondages, pour voir ces bonnes dames qui sont en train de faire de la spéculation, qui sont en train d'augmenter les prix à bon vouloir, à leur bon vouloir. Bon, voilà, c'est d'abord de ça que nous avons besoin. Bon, le bruit, qu'on commence pas à chasser le meunier ou les gens de l'église, on peut, à la rigueur, réduire pour les églises, les mosquées. Mais pour le meunier ou les bars, bon, pour la plupart des bars, c'est les soirs. Et ça participe à comment on appelle, à l'épanouissement de la population. Parce que ça m'étonne, moi, partout où je passe pratiquement au Bénin, il y a plein de bars qui sont toujours en animation malgré la morosité économique. Voyez-vous, donc il y a toujours des gens qui boivent dans ces bars. Ça fait partie de la distraction de la population. Aujourd'hui, qu'on dise, nous ne voulons plus de... La musique adoucit les mœurs, on a dit. Alors, à un moment donné, les gens se distraient en allant dans ces lieux. Mais si vous dites aujourd'hui qu'on interdit la musique, on interdit ci, on interdit ça, vous réduisez encore, vous augmentez davantage les difficultés de la population qui, entre-temps, allait se déstresser dans ces lieux. Voilà ce que je peux dire. Donc, vous m'avez posé la question de comment contraindre les gens à respecter la loi. Je crois quand même que c'est déjà une guerre mornée. Voilà, parce que... Oui. Une guerre mornée. Oui. On ne peut pas aujourd'hui contraindre la population. Les meuniers, par exemple, a dit vous ne pouvez pas écraser à 6h30, 7h. Mais vous le dites, vous êtes en train d'affamer davantage votre population. Mais si on dit qu'il ne peut pas écraser à 13h? 13h, c'est encore acceptable parce que, bon, si c'est si dans la matinée, très tôt, on le fait, d'autres diront que très tôt, on me réveille. À 13h, on a dit, c'est bon, c'est raisonnable, 13h. Oui, j'accepte. J'ai dit que la décision, c'est une bonne décision. Mais oui, vous l'avez dit. Marc, il est prévu également qu'il est interdit sur l'ensemble du territoire l'ouverture d'exploitation et l'exploitation à titre professionnel des salles de fête en bâche. Qu'en dites-vous? Bon, d'abord, j'aimerais... Que feront ces promoteurs de salles de fête en bâche? Bon, il faut bâche dire... climatisée. Bon, d'abord sur la question de l'opportunité de mettre en vigueur ces lois qui doivent nous régir. Oui, l'opportunité de mettre en vigueur ces lois. Je crois que... Est-ce que c'est parce qu'on a faim qu'on ne va pas mettre en vigueur ces lois? Pour moi, elle est bien fondée, parce que je ne dirais pas que parce que l'on a faim qu'on va essayer de briser certaines barrières, certaines lois qui permettent quand même à tout un chacun de nous, en tant que citoyens,
de bien vaquer à nos occupations et de bien nous reposer. Parce que le problème en question ici, c'est le savoir-vivre en société. C'est le savoir-vivre en société. Et lorsque l'on prend le contexte social, c'est que la liberté que l'on veut obtenir, chacun de nous, on dit, il y a un proverbe qui dit que là où la liberté de l'autre s'arrête, celui des là autres commence. Et puis c'est normal. Donc, je ne trouve pas que la faim ou la morosité économique aujourd'hui, la cherté de la vie, puisse constituer un enfrein, d'accord, à la mise en place de cette loi-là qui concerne tous les citoyens autant que nous sommes, que pauvres ou riches, que nous mangeons ou que nous ayons faim. Parce que lorsque même vous avez faim, je suppose que vous avez faim et que vous n'avez pas mangé, le bruit va encore plus vous irriter, davantage. Absolument. Parce que le bruit dont on parle aujourd'hui, ce sont des bruits qui, normalement, excèdent et qui ne sont pas bons pour qu'on vive avec. Voilà. Mais il y a des engins qui existent quand même pour que les gens puissent en profiter pour pouvoir chercher, pour gagner de l'argent. Je crois que même avant cette loi, beaucoup de citoyens et beaucoup de commerçants qui utilisent ces gros engins ou ces engins à bruit ont déjà compris l'essentiel. Lorsque je prends un exemple, que moi, dans ma zone résidentielle, par exemple, la dame qui est en face de ma maison et qui a son moulin à condiments, je vous assure que lorsque vous allez chez elle, Maury, à partir de midi, vous demandez à écraser, elle refuse, elle vous retourne. Bien, elle n'est pas lettrée, c'est une illettrée. Mais néanmoins, elle a compris l'importance parce qu'elle s'est dit qu'à partir de telle heure, les gens ont droit à la tranquillité. Absolument. Et puis, c'est l'heure de pause. Il faut que les gens se reposent. Donc, ce n'est pas en ce moment qu'elle va commencer à faire. C'est vrai qu'on cherche l'argent. D'accord. Même quand vous allez chez le meunier aujourd'hui, toujours dans ma zone, vous n'irez jamais écraser la nuit. Le maïs la nuit. Et puis, en général, je crois que beaucoup de citoyens, et le message est déjà passé assez longtemps, et beaucoup de citoyens comprennent déjà l'utilité de ne plus faire ces bruits sonores à des heures indues pour perturber. Ceux qui dérangent beaucoup plus, ce sont les manifestations festives. C'est ça. Les églises, d'accord, les bars, d'accord. Parce que s'il y a des bars, par exemple, qui sont autorisés à donner le son à un niveau élevé. Lorsque vous allez dans les discothèques, par exemple, vous allez dans les boîtes en nuit, le son est toujours... Mais il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre pour que ceux qui sont dehors ne soient pas dérangés. Aujourd'hui, maintenant, pour le commun des mortels et pour la majorité des Béninois, on s'entend beaucoup plus que lorsque aujourd'hui vous finissez votre activité et même si vous avez envie d'aller vous faire plaisir, si vous prenez 10 Béninois, je vous assure que 8 iront vers des endroits non bruyants, vers les bars non bruyants, que vers les bars bruyants. Parce que le bruit trop de bruit, ça ne fait pas du bien. Et ce n'est pas bon pour la santé non plus. Donc, on ne peut pas non plus encourager les gens, malgré la morosité. Ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir. Malgré la morosité économique, c'est vrai que les gens, ils vont écraser. S'ils vont écraser et que nous, citoyens, on doit aller écraser nos maïs, on connaît les heures, d'accord? Et si on respecte ces heures et qu'on envoie nos maïs au moulin, on va les écraser. D'accord? Et ce n'est pas une raison pour que l'on puisse demander aux meuniers de nous écraser nos maïs, comme le dit J.D.K.L. à 23 heures, par exemple, parce que... Non, je n'ai jamais dit ça. Vous savez, comme peut-être que vous ne m'avez pas compris, comme vous, je crois que c'est une très belle décision, comme je l'ai dit. Sur la question des bâches climatisées, je crois qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas beaucoup au Bénin. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font dans ces bâches climatisées hors des lieux communs, hors des agglomérations comme ça. Et même s'il y en a, je crois que cette loi est bienvenue. Parce que tout ce que l'on fait dans la République, tant que ce n'est pas légiféré, les gens le feront à leur bon vouloir. Donc il faut quand même, à un moment donné, encadrer tout ce qui régit la vie du citoyen dans la société. Je crois que c'est très normal. Si vous avez des bâches climatisées que vous voulez louer, allez prendre une autorisation. Sonorisez votre bâche comme vous le voulez. Si vous respectez, tant que vous respectez les dispositions qu'ils ont mises en œuvre, je crois qu'il n'y aura pas de souci. Vous n'allez pas me dire qu'on vous dit d'avoir votre permis avant de rouler. Vous n'allez pas prendre votre voiture et rouler sans permis. Ça n'arrange ni vous-même, ça n'arrange ni les citoyens qui circulent sur la voie, et ça n'arrange personne, et ça n'arrange non plus l'État. Je vais lire un passage de cette décision du Conseil des ministres. Par ailleurs, l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants, ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme
de communication ou manifestations bruyantes en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes ci-après. Jour ouvrable, 13h à 15h et 22h à 6h du matin. Jour de repos, 20h à 10h du matin. Voici ma question. C'est de 22h à 6h du matin que les bars s'animent sérieusement et que les discothèques s'animent. Et si on interdit le bruit, les bruits, c'est-à-dire que c'est vous allez constater que, je vous reviens rapidement, vous allez constater que dans les dispositions qui ont été prises, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas, ça doit être les décibels. Les décibels, on a limité à 80. Il faut limiter, c'est tout. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas jouer. D'accord. Ils vont jouer de la musique, mais à un niveau normal, qui ne doit pas dépasser les décibels qui ont été, en tout cas, définis dans les dispositions. Ils ont défini, voilà. Donc, du coup, je peux aller m'amuser, écouter mon son, mais quand même à volume modéré, pour que je ne perturbe pas la loi. La loi inclut tout autant que nous sommes, nous avons besoin de cette distraction à des moments donnés. Oui. Alors, donc, interdit la musique à partir de 21h ou de 22h. À 22h, si vous avez besoin de la musique à bonne hauteur, allez en boîte de nuit. Chacun aura la chicotte que la personne même a fabriquée, viendra la frapper. Forcément, nul n'est épargné. Voilà, donc c'est normal. Ça, cette loi, j'en ai rien contre. D'accord. C'est une loi normative, c'est normal qui doit bien recadrer les choses. Mais, comme je vous le dis, ce n'est pas le moment. D'accord. C'est compris. Nous allons passer maintenant au deuxième sujet, fin de l'exposition des trésors royaux et réouverture pour la période estivale. Quel bilan peut-on faire? 200 000 visiteurs en 40 jours. Les trésors royaux ont suscité d'engouement chez les Béninois. Et les rideaux ont été baissés sur l'exposition le 22 mai dernier, mais une réouverture est donc prévue. Appréciation déjà sur cette initiative de l'exposition des trésors royaux, Judicaël. Je dirais simplement bravo à Talon. C'est vrai, je dirais bravo à toutes ces équipes qui ont commencé à militer pour le retour de nos trésors. Je pense à tous ceux avec moi, avec Laurent Toninques et tout autre qui étaient... Voilà. On a fait cette lutte, mais aujourd'hui, on n'est pas dedans. On est comme si on n'a rien fait. Voilà, donc je dis déjà bravo à ceux-là. Bravo au président Talon qui a du goût. Qui a du goût. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas. Moi, je suis allé. C'est beau. Et le peuple a besoin de distraction. Si vous voyez l'engouement que ces trésors, allez visiter juste ces trésors, encore à la présidente de la République qui ne donnait pas assez à tout le monde, dont tout le monde n'avait pas assez. Aujourd'hui, on est rentré, on a vu l'intérieur de notre palais de la République. Plusieurs sont allés là-bas. Rien que pour voir l'intérieur de la présidence, pas pour forcément les autres. D'autres sont allés pour voir l'intérieur. Beaucoup ont dit que c'est juste pour aller voir l'intérieur du palais de la présidence. Voyez-vous, donc c'est un mythe qui a été levé. Qu'est-ce qui est caché à la présidence? Bravo, président Talon. Je ne le félicite pas beaucoup, mais je le félicite souvent pour son habillement, pour sa rigueur et également pour ceci qu'il vient de faire. C'est bon. C'est pas facile de diriger. Très bien. Je reconnais que c'est pas facile de diriger. Bravo. Qu'est-ce que moi je peux dire par rapport à cela? C'est tout. C'est bravo. C'est tout. Marc Goudianou, l'exposition des trésors royaux a duré 40 jours. On a vu l'engouement que cela a suscité. Que peut-on faire comme bilan aujourd'hui face à cette disposition, à cette initiative prise par le gouvernement? Je crois que c'est un bilan très satisfaisant pour ma part. C'est un bilan très satisfaisant parce qu'il faut reconnaître que vous avez vu déjà dans quel engouement et dans quel climat ces trésors ont été ramenés de la France pour le Bénin. Et après le retour de ces trésors royaux, il fallait quand même, dans quelle méthodologie le président il a pensé que c'était opportun quand même que les Béninois aillent vite à la rencontre de ces trésors qui sont ramenés au pays. C'est très important. Parce que c'est le retour à la source, d'accord, de ces trésors. C'est le retour à la source. Et beaucoup d'entre nous n'avons jamais vu, peut-être la plupart de ces œuvres qui ont été exposées là, beaucoup n'en ont jamais vu. On a vu les photos, on a vu les photos, voilà. Donc peut-être vous en avez vu dans des photos, dans des vidéos, mais le voir vraiment en face comme ça, beaucoup n'en ont pas vu. Et lorsque les trésors devaient rentrer, il fallait mettre en place un cadre adéquat
pour pouvoir les conserver. C'est ça. Et c'est un grand travail a été déjà fait à ce niveau-là, parce qu'on ne pouvait pas les exposer n'importe où, n'importe comment. Les dispositions étaient prises et tout s'est organisé comme cela se doit. Un grand bravo au gouvernement et aux ministres qui sont concernés par la chose. Et en même temps, on a enchaîné avec la visite. Ce à quoi beaucoup ne s'attendaient pas. Les visites ont commencé et des dispositions ont été prises pour que les Béninois puissent avoir accès facilement, je vous dis bien facilement. À cette visite-là. Parce qu'il faut... Le lieu sur lequel... Le lieu, parce qu'il faut dire que c'est au palais de la Marina, c'est à la présidence. Donc, c'est pas un marché, pour pouvoir y aller, les gens ont pris des rendez-vous en ligne. Vous prenez votre rendez-vous aisément en ligne, on vous envoie votre invitation, vous vous présentez là-bas. Il y a tout un mécanisme qui est mis en œuvre pour vous guider de l'entrée jusqu'à votre sortie. Donc, tout a été mis en place pour que quand même le Béninois, même le plus ignorant ou le plus illettré, puisse y aller et se sentir à l'aise. C'est vrai que pour cette première visite, ça ne respecte pas forcément toutes les normes en ce qui concerne l'exposition dans un musée, ou dans tout autre endroit artistique, mais le gouvernement a expliqué qu'on voulait quand même que la majorité des Béninois puissent quand même venir visiter ce qui leur appartient. Après cela, maintenant, on va voir, c'est-à-dire dans la période hivernale, à partir du 15 juillet, si je ne me trompe bien, c'est bien la date, à partir du 15 juillet, quand on va réouvrir encore les portes, vous allez voir que ce sont également d'autres dispositions qui seront mises en œuvre encore pour mieux encadrer cette visite des œuvres d'art, pour que les gens puissent se sentir. Vous avez vu à la dernière journée l'engouement qu'il y avait, le monde qu'il y avait. Le samedi, avant la fermeture, il y avait du monde et puis il y avait la pluie qui avait perturbé un peu les choses. Mais néanmoins, on a permis à ceux qui n'ont pas pu faire la visite le samedi de revenir le dimanche. Il y avait plus d'affluence le dimanche, le jour de clôture, que même le samedi ou les autres jours. Donc, il y avait plus d'affluence et néanmoins, il n'y a eu aucun incident pendant toute la durée de l'exposition. Il n'y a eu aucun incident, c'est très important. Vous n'allez entendre nulle part, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la presse, ni nulle part, qu'il y a eu même un seul incident lors de ces visites-là. Je crois que c'est très bien. Si également, dans la même disposition où la gestion de ces visites, de la visite de ces trésors ont été mises en place, si dans d'autres domaines, le chef d'État peut être aussi prévoyant et aussi méthodique, je crois qu'il n'y aura pas trop de Béninois qui vont beaucoup plus se plaindre de sa gestion du pouvoir d'État. Janvier Ouagidi, la réouverture de cette exposition est-elle encore nécessaire? Pourquoi ne pas en finir et expédier les objets dans un musée pour une prochaine visite? Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas eu d'incident. Il faut rappeler que ce sont nos trésors royaux, ce sont nos ancêtres qui sont représentés là. Mais attention, c'est d'abord ça. Vous voyez, j'en ai la chair de poule. Voilà, vous voyez, donc on ne peut pas dire... c'est nos ancêtres qui sont représentés là. Et Bref, c'est comme si, votre question, la réponse elle est simple. C'est comme si vous dites qu'on va cesser de croire au vaudou. C'est pas possible. S'il y a possibilité même de laisser le peuple aller visiter jusqu'à la fin du monde, il faut qu'on le fasse. C'est vrai que c'est des objets fragiles aujourd'hui, tel que le président a pris des dispositions à la présidence, il est temps qu'il fasse quelque chose de très bien. Un peu comme on le faisait à l'extérieur, parce que dans leurs propos, ils se disaient être inquiets parce que si ça venait chez nous en Afrique, est-ce qu'on allait même conserver? Donc c'est le moment de trouver un lieu où on pourra bien conserver et organiser, même gagner de l'argent pour le pays. C'est ça, c'est surtout ça. Pourquoi pas? Parce que je suis sûr, je n'ai pas les preuves, mais là où c'était, sûrement les gens s'en faisaient les poches pleines. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a même pas de limite à donner à cette visite. Peut-être qu'on va changer la méthodologie et faire gagner un peu de l'argent au ministère de la Culture ou au pays. Voilà, donc il n'y a pas de limite à donner, mon cher.
Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces trésors royaux vont attirer beaucoup de monde, d'un peu partout. Ils vont attirer beaucoup de monde. Et il faut reconnaître que ces touristes qui vont venir d'ici et d'ailleurs ne vont pas visiter ces objets-là dans un cadre pareil. Donc, il faut forcément, après, c'est vrai que 200 000 personnes, il y en a qui veulent encore, mais qui n'ont pas encore pu visiter. C'est ça. Donc, on va donner peut-être un autre délai. Le temps également de préparer l'habitat adéquat pour pouvoir conserver ces trésors et rendre cela commercial pour qu'au moins les touristes en venant ne puissent pas profiter gratuitement de ces trésors-là en allant les visiter, mais puissent quand même payer comme ces trésors là où ils ont quitté. Ils ont fait gagner beaucoup d'argent à l'État français ou à ceux qui étaient chargés de les conserver. Donc, il est temps également que ça nous profite en tant que Béninois. Je voudrais quand même rapidement, en 2 minutes, qu'on aborde l'originalité de cette exposition qui a consisté à faire visiter les élèves des classes et même à amener les petits-enfants à dessiner ces trésors dans un lieu, à un endroit réservé aux enfants. Comment appréciez-vous cette originalité? C'est tout ça c'est pour tout ça qu'on dit que les dispositions qui ont été prises dans le cadre de l'exposition de ces trésors royaux étaient tellement très particulières et amènent à ce que, tel que Judicaël le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'État a pris des dispositions, le pouvoir en place a pris des dispositions, le chef d'État a pris des dispositions pour que tout le monde se sente concerné par la chose. Vous avez parlé des enfants, des personnes âgées, des plus âgés également, d'accord, des jeunes. Tout le monde a pris part, d'accord, à cette visite-là. Et il ne faut pas oublier l'essence spirituelle que cela représente. Parce que lorsqu'ils sont allés visiter, c'est vrai que pour la plupart, tout à l'heure, Judika le disait, certains, ils sont allés parce qu'ils voulaient quand même rentrer une fois au moins au palais, à la présidence, d'accord, ils voulaient rentrer une fois. Il y a certains qui veulent quand même aller voir pour une fois les œuvres dont il est question, parce qu'on n'a pas pu tout médiatiser, on n'a pas pu mettre en photo toutes les œuvres qui ont été exposées. Donc, ils voulaient quand même toucher du doigt. Il y a les curieux, d'accord, mais mis à part ça, il y a ceux qui sont allés pour aller faire une communion spirituelle avec ces œuvres-là qui sont là. Ah ouais. Donc, du coup, ça englobe beaucoup de choses que l'on ne pourrait, qui dépassent peut-être nous en tant qu'êtres humains. Voilà. Donc, cela participe également à ce que tout ce qui a été mis en place, ou toutes les inspirations qu'ont eu les dirigeants et tous ceux qui sont concernés par cette exposition, toutes les inspirations qu'ils ont eues pour pouvoir organiser mieux les choses ne dépendaient pas forcément d'eux. C'est au-delà du naturel. C'est au-delà du naturel. Est-ce que vous avez un mot à dire pour finir? Non, je crois que je le rejoins dans ce sens parce qu'il y a eu plusieurs opportunités et plusieurs opportunistes dont moi, le constat que j'ai fait des photographes étaient là. C'est vrai, c'est interdit dans certains sens, mais d'autres étaient venus, non pas seulement pour prendre les objets, mais il y avait nos dignitaires, nos reines-mères de certains villages, de certaines contrées du pays qui étaient venus avec des accoutrements extraordinaires, du jamais vu. Des photographes profitaient pour en prendre. Voilà, bon, s'il fallait donner un conseil, pour la prochaine fois, il faut éviter ou interdire même les appareils photo. Ah oui. Parce que ça fait du commerce. Je crois que c'est la DG Post qui avait amené une délégation lorsque j'étais. Je n'ai jamais vu des dames dans cet accoutrement avec quelque chose sur la tête. Elles marchaient sans déséquilibre et tout. Mais il y avait un photographe international qui prenait des photos. Très rapidement, nous étant professionnels, on a constaté que, attention, il veut faire quelque chose avec. On a dû l'arrêter, mais bon. On n'a pas écrasé ce qu'il avait pris. Non. De toute façon, il peut l'utiliser demain à bon escient. Ou, je ne sais pas, peut-être avec de mauvaises intentions. Bref, je crois que c'était très bien, opportuniste. Ça a permis à toutes les couches d'avoir quand même quelque chose. Comme je l'ai dit, le Béninois, ce n'est pas l'heure, mais le Béninois a soif. Nous en avons aimé a soif des activités culturelles. Elles sont rares dans notre pays. C'est vrai, ça se fait dans les écoles, tout ça, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment encore, pas Olympiade, moi j'ai jamais mis pied là, mais on m'a dit, nos salles de cinéma, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de spectacles, il faut se rendre voilà, c'est réduit au strict minimum aujourd'hui. Voilà, donc le gouvernement doit penser à ça aujourd'hui. Comment épanouir sa population, comment amener, parce que nous voyons des gens, des milliers de personnes qui vont au stade pour suivre des matchs, mais au Bénin, ce n'est pas ça.
Est-ce la culture? Est-ce un autre problème? C'est à eux qui nous dirigent de pouvoir trouver. Nous autres, nous sommes en train de faire nos enquêtes, nos investigations pour savoir qu'est-ce qui va. Mais le plus, c'est vrai, nous avons un ministère de la culture. Mais ce n'est pas encore ça. D'accord. Pas encore ça. Très bien. Le problème, ça peut commencer même au niveau de nos chaînes de télévision. Moi, je le dis toujours, nos chaînes de télévision aujourd'hui ont besoin plus de professionnalisme. Ils ont besoin plus d'émissions de divertissement. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Lorsque vous prenez même Eden TV, par exemple. Divertissement, c'est beaucoup de moyens. Combien il en faut? Oui, c'est beaucoup de moyens. Mais nous devons sortir des équipements du studio, aller nous installer, par exemple, dans un bar et faire une animation live. Renseignez-vous sur Est-ce que les sponsors, nous en avons? C'est ça. Est-ce qu'il faut en faire d'abord pour chercher les sponsors? Travailler à le faire d'abord. Mais vous savez ce que fait Eden TV. Par exemple, l'émission Le Jardin d'Éden. Je donne juste un exemple. Lorsque vous prenez les autres pays ou ailleurs où ça se fait, par exemple, vous savez combien ça leur rapporte. C'est ça qui rapporte la grande partie de la masse financière de cette... C'est une question de culture. Exactement, c'est ça. Est-ce que les gens ont la culture de sponsoriser des émissions? Ça rejoint la préoccupation de Judy Kael. Il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience. Et ça commence, je dis, il a parlé des ministères, que ça reste également, c'est partout. C'est pourquoi je donne l'exemple également des télévisions. Ça reste également au niveau des chaînes de télévision également. Il faut quand même mieux penser la chose pour donner l'engouement également aux populations. N'oublions pas le rôle que jouent les médias au sein des citoyens. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Merci d'avoir touché quand même ce pan du sujet. Nous allons donc passer à un autre sujet. Quelle solution pour mettre fin aux incendies au marché d'Antokpa le samedi dernier, le samedi 21 mai? Nous avons encore enregistré un incendie au marché d'Antokpa. Plusieurs boutiques sont parties en fumée et vous savez ce que ça coûte un incendie au marché d'Antokpa. Comment faire donc pour mettre fin à ces incendies répétés au marché d'Antokpa? Comment expliquez-vous ce phénomène d'incendie qu'on traîne depuis plusieurs années dans ce marché, Judy Kael? Comment j'explique ou bien comment mettre fin? Comment expliquez-vous d'abord et après on va aborder la dernière question. Comment expliquer? Vous savez, ça peut être naturel comme ça peut être provoqué un incendie. Nous sommes dans Tokpa. Excusez-moi, je suis béninois, j'adore le Bénin, mais nous sommes au Bénin. C'est-à-dire? Non, il n'y a pas de c'est-à-dire. Il y a de c'est-à-dire. Nous sommes au Bénin. Excusez-moi, nous sommes au Bénin. Je ne veux pas. Il a dit dans son entame, ça peut être naturel. Comme ça peut être provoqué. Et nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Bref, alors, comment pallier à cette difficulté? Je crois que le gouvernement est déjà en train de construire Tokpa. Il vaut mieux reconstruire. Le marché de gros? Non, il y a le marché de gros à part, il y a dans Tokpa à Calavi. Bien sûr, oui. C'est ça. Il y a dans Tokpa qui est en construction, je crois que c'est à Zunja ou quelque part là. Oui, un grand domaine là-bas. Voilà. L'autre, c'est le marché de gros, c'est sur la voie de... C'est un peu en hauteur de, je crois, l'hôpital de zone. Bon, bref, j'ai oublié. Tout ça là, c'est dans Calavi, Glo, à Kassato et tout ça. Voilà. Bon, bref, comment trouver une solution à cette difficulté? C'est construire quelque chose de beau et de bien et de durable. Si c'est en terre, comment on dit, en ciment, parce que là, il y a encore toujours, il y a beaucoup de hangars de fabrication artisanale. Voilà. Donc, il faut mieux et encourager, comment on appelle, la solution du président de la République et de son staff, qui est celle de faire sortir d'Antokpa de là-bas d'abord pour que ça ne soit plus contigu, que ce soit un truc moderne, nouveau. Je le félicite d'abord. C'est vrai, c'est rare que je félicite, mais là, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu les nouveaux marchés qui sont en construction à Cotonou, c'est beau. Et on n'aura plus à avoir à ces incendies, j'arrive, un tempestif qui, tout le temps, on dit incendie, ça peut être provoqué. Si toi et moi, on a une petite bagarre, et je dis, bon, on va voir la nuit, moi j'ai mes gars, allez, on met le feu. En oubliant qu'en mettant le feu à cette baraque, ça va prendre encore celle de ta soeur qui est à côté, sans le savoir. Voilà, donc d'abord, c'est la méchanceté qu'il faut voir. Il faut que nous évitions de chercher à nuire. Si déjà on pouvait arriver à cela dans nos lieux, dans notre vie en général, je crois déjà que ces trucs vont cesser. Ça peut être naturel. Ça peut être naturel, mais je ne sais pas. Je me pose souvent la question, mais combien de personnes font du feu à
à Tokpa. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui dorment là-bas. Il y a les installations électriques. Voilà, ça peut être voilà, voilà, ça c'est déjà des détails de construction. C'est pourquoi le nouveau marché est vivement souhaité. C'est vrai, comme l'a dit, entre griffes à Calavi, le maire Oussou Guédé, voilà, avait lancé un marché dans un village. Et je crois quelqu'un était là, un des assistants était là pour dire c'est de ça, moi, j'ai peur. Déplacer dans Tokpa, qui a toute une histoire aujourd'hui pour Calavi, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre comme ça l'était? C'est là mon souci. Mais pour éviter ces petits dégâts qu'il y a, c'est pas petit, parce que c'est des millions qui sont partis. Ouais. Alors, il faut déplacer ou il faut moderniser le marché. La seule solution, c'est de pouvoir bien moderniser et sécuriser. Parce que le manque de sécurité dans ce grand marché est criard. Moi, je sais que c'est criard. Il y a beaucoup de choses qui se passent encore à Tokpa. Oui, dans nos marchés à Cotonou, d'ailleurs. Bon, déjà, quand vous voyez ce qui est modernisé aujourd'hui, ça serait quand même réduit au strict minimum ces dérapages-là. Voilà. Donc, je crois que c'est la solution que moi, je trouve. Marc, des incendies répétés qui ont certainement des causes. Jules Kala a abordé certaines, mais peut-on véritablement arriver à donc mettre fin à ces incendies-là dans nos marchés, ou du moins au marché d'Antokpa? Bon, il faut dire que il n'y a pas de risque zéro, quelle qu'en soit l'activité que vous menez. Mais ici, on parle d'incendie dans un marché qui fait énormément de pertes financières. D'accord? Il faut remarquer que Tokpa a été construit depuis très longtemps, même s'il y a eu des aménagements qui ont été faits à l'intérieur de part et d'autre à des moments donnés. Mais ça ne présente pas un cadre sécurisé. D'accord? Un cadre sécurisé en ce qui concerne la construction, en ce qui concerne les installations électriques, l'architecture et tout, ça ne présentait pas. Moi, j'ai beaucoup aimé lorsqu'on a commencé par faire la construction des marchés au niveau de nos arrondissements et autres, au niveau de nos communes, par exemple, j'ai aimé l'initiative parce que ces marchés-là ne sont pas, en tout cas, attrayantes, en quelque sorte, et ne respectent pas les normes que doivent respecter les marchés pour que chaque citoyen soit en sécurité. Lorsque vous jetez un coup d'œil aujourd'hui aux marchés qui sont construits, c'est vraiment très beau. Et c'est un satisfecit national. Tout le monde est d'accord, unanime là-dessus. Vous allez visiter, moi j'en passe devant presque tous les jours, je vois le travail qui est fait et c'est un travail très professionnel. Vous allez constater que le chef de l'État, il a du goût, ne nous leurrons pas. C'est quelqu'un qui est très fin. Il a du goût, ne nous leurrons pas. Et tout ce qu'il entreprend, je crois qu'il le fait, même si c'est à long terme, il a une bonne vision, surtout pour tout ce qui concerne la construction. On doit forcément, les causes qui peuvent miner en quelque sorte les incendies au marché d'Antokpa sont multiples. On prend les circuits électriques, on prend peut-être qu'à la fin, on prend les circuits électriques, on prend les habitudes également de nos bonnes dames. Peut-être c'est à la fin, parce qu'il faut déterminer le foyer de l'incendie. Peut-être qu'à la fin, lorsqu'elle a fini de vendre, peut-être que pour ses activités rémunératrices, on lui a dit qu'il faut allumer une bougie quelque part et laisser dans la salle avant de rentrer. Voilà, par exemple. Spirituel. Spirituel. Donc c'est en ce moment, en allumant, elle laisse, en ne prenant pas les précautions nécessaires et en ne sachant pas que c'est un danger permanent et que ça a embrasé une boutique et ça a contaminé les autres boutiques. Bien Donc sûr. les problèmes sont multiples. Et aujourd'hui, il faut qu'on quitte peut-être ce canal pour pouvoir voir quelle solution on peut trouver. Et la solution, le gouvernement l'a tout trouvé. Il faut construire des marchés modernes aujourd'hui. Et construire des marchés modernes amènerait à déplacer tout le monde de Tokpa. Forcément, il faut déplacer tout le monde et reprendre carrément. Et pour pouvoir reprendre, je crois que le gouvernement a beaucoup anticipé en rendant les marchés, les autres marchés, plus professionnels et qui respectent les normes. Et lorsqu'on quitte là, vous venez au niveau du Kourounou, par exemple. Il y a une partie qui serait déplacée vers Kourounou, par exemple. Tout ce qui sera rasé au niveau de Kourounou, on va installer une galerie marchande là. Ceux de Tokpa vont occuper une petite partie là. L'autre partie reviendra vers Akasato et autres. Et lorsqu'on rendra peut-être le marché d'Antokpa beaucoup plus dans un cadre beaucoup plus professionnel, beaucoup plus adéquat, qui respecte les normes en matière de grands marchés au Bénin, vous allez voir que Tokpa sera l'un des plus grands marchés de l'Afrique, bien sûr. Ouais.
Voilà qui est dit dans Tokpa, l'un des plus grands marchés de Bon, la il est déjà l'un des grands marchés. Il a la chance de devenir le plus grand. Bon, seulement que Nigeria est à côté. On va mettre fin à l'incendie dans ce marché. Il respecte les normes surtout internationales. Le gouvernement a rendu hommage aux 5 soldats morts à Pendjari le 11 avril dernier. Vous le savez, lors d'une patrouille de routine. Cet engin blindé des militaires est tombé donc sur une bombe artisanale et il y a eu 5 morts. Un hommage a été rendu à ces personnes-là hier. La particularité est que hier le ministre de la Défense a été très ému. Il était presque en larmes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Voilà les familles sur ces images en pleurs et tout. La présence, bien sûr, de la vice-présidente des hauts gradés de la République. Que dites-vous de ce hommage-là? Est-ce qu'il faut se limiter à ces hommages? Vous savez, que faut-il faire pour ces familles? C'est déjà un premier pas. Je dirais, c'est déjà un premier pas parce que lorsque vous perdez, je suppose, lorsque c'est un membre de votre famille que vous perdez dans une circonstance pareille, je crois que c'est vraiment touchant et ça fait vraiment très mal parce que tous ceux-là ont tellement la vie devant eux. Et ils se sont donnés corps et âme pour la patrie. Ils sont morts en conséquence. C'est ce qu'ils ont choisi comme métier. Mais néanmoins, il fallait quand même leur rendre hommage parce qu'ils sont décédés dans des circonstances très malheureuses parce qu'ils étaient en train de faire la patrouille, ils sont tombés sur une mine. On a fait le débat ici. On a fait le débat de ce qu'est de la responsabilité du chef d'état-major, des différents chefs d'état-major, ce qui est de leur responsabilité, en vue d'avoir les équipements nécessaires pour ne pas forcément à tout temps mettre la vie de nos soldats en danger permanent. Je les conseille ici, on peut mettre en place des équipes ou un garnement de drones pour pouvoir faire des patrouilles. On peut faire des patrouilles robotisées, ça existe un peu partout ailleurs. Et si ça nécessite que les gars aillent sur le terrain, ils iront sur le terrain. Mais il n'y a pas de risque zéro dans tout ce qu'on fait. C'est le risque du métier. L'hommage qui leur est rendu, c'est bien. Mais ce qui reste à prendre en considération, c'est le suivi des familles de ces soldats qui sont décédés. Est-ce qu'il y a un mécanisme juridique qui va permettre de faire la prise en charge de ces familles à long terme? Parce que c'est vrai qu'on assiste et on voit qu'il y a du soutien derrière ces soldats qui ont rendu l'âme. Il y a du soutien, a priori, tel qu'on le voit devant les écrans. Mais hors des écrans, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que ces familles sont réellement accompagnées? Est-ce qu'il y a des dispositions juridiques qui protègent ces soldats qui vont au front? C'est de ça qu'il est question. Les hommages à titre posthume, ça ne veut rien dire pour moi. Mais c'est vrai qu'il faut leur rendre hommage pour le sacrifice qu'ils ont fait. Mais en dehors du sacrifice, il faut quand même qu'il y ait des dispositions juridiques pour mettre vraiment leur famille à l'abri. Parce qu'ils ont laissé des enfants qui doivent être éduqués, d'accord, qui doivent être nourris et logés. Est-ce que les dispositions sont prises de façon juridique pour que ces familles bénéficient vraiment de... S'il n'y a pas de dispositions juridiques, je crois que c'est le moment le plus important. Et je crois que c'est le rôle fondamental que doit jouer l'État et non les hommages. Le rôle fondamental de l'État, c'est de permettre à ce qu'on puisse introduire des lois qui puissent quand même mettre à l'abri ces soldats qui vont au front. Parce que si je dois aller au front et que je dois mourir et que ma famille n'aura même pas de quoi vivre, j'en ai connu, j'ai eu des amis comme ça qui sont allés en mission, qui sont décédés comme ça, et dont les familles ont été laissées, la femme a été obligée de se remarier, vaille que vaille, à qui au premier venu parce qu'elle n'avait pas le choix. Son petit commerce, elle l'a ruiné pour pouvoir prendre soin des enfants parce que vous laissez 5 enfants à une mère de famille, vous partez comme ça, c'est une énorme charge. Et derrière, ils ne retrouvent pas la famille, ils ne retrouvent personne, ils sont livrés à eux-mêmes pour prendre soin des enfants. C'est quand il y a une charge qu'on voit la famille. Il faut forcément une disposition juridique. La disposition juridique que l'État va mettre en place, c'est ça qui est le plus grand hommage qu'on peut rendre aux soldats. Voilà qui est dit, c'est quand il y a de l'héritage qu'on voit la famille, je dis qu'elle... Bien sûr, bon, ça c'est entre parenthèses. Vous savez, ça fait
un peu mal au cœur, même si c'est leur engagement, c'est leur choix d'aller au front. Ils savent qu'un jour ou l'autre, ils peuvent retourner au ciel où on se retourne des coups d'un coup de balle ou donc ça peut arriver. On ne peut que les soutenir, c'est pas facile quand on perd quelqu'un. C'est leur quotidien, ils ont été formés pour cela. C'est la famille, les enfants qu'ils ont laissés, qui en font les frères, qui en feraient les frères aujourd'hui. Comme l'a dit Marc, je crois que c'est important. Moi, je crois que c'est important d'abord les cérémonies pour leur rendre hommage, mais au-delà de cela, il y a une grande personnalité. Je me rappelle de notre confrère, son nom m'échappe là, c'était là tout à l'heure, un confrère de Canal 3. François Messa. Il y a une grande personnalité de ce pays qui a pris l'engagement qu'elle prendra soin de cet enfant jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. Je ne sais pas, je n'ai vraiment pas eu la suite. J'ai demandé en temps, on m'a dit qu'elle n'a rien fait. Faites des enquêtes. Vous allez m'aider. Je suis en train de faire les investigations, mais écoutez, quelqu'un qui a dit qu'il veut faire du social, je ne suis pas obligé de le contraindre. Moi, je veux juste savoir s'il a fait. Alors donc, beaucoup disent je vais le faire, mais sans pouvoir le faire par la suite. Moi, je suis très certain qu'il y a déjà une réglementation dans l'armée pour prendre en charge les héritiers ou les enfants aux progénitures de ces derniers. Alors donc, on ne peut que demander à l'État d'y veiller et de faire un peu plus d'efforts pour que ces derniers soient mieux pris en charge. Pas forcément les femmes, hein. Bon, nous savons ce que c'est parce qu'on vient de dire, toute mon amie vient de dire tout à l'heure, elle a été obligée, contrainte de prendre un autre mari. Même si on lui donnait de l'argent, elle va prendre un autre mari qui sera encore un profiteur, qui viendra beaucoup prendre les sous des enfants. C'est surtout les enfants qu'il faut encadrer par rapport à des moyens, des prévisions qu'il faut pour ces genres de cas. Il faut peut-être que l'État fasse des assurances pour ces enfants, pour qu'une école les prenne en charge jusqu'à maturité. Là, les parents ne sont pas forcément impliqués dans la gestion. Ce n'est pas qu'ils vont prendre les sous pour aller faire autre chose avec. C'est ça. Aller faire l'accompagnement. Je crois que dans les dispositions de l'armée, il y a des dispositions qui sont prises lorsque le soldat décède. Il y a un accompagnement qui est fait. Mais il faut un certain nombre d'ancienneté et tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent avoir des paramètres forcément. Certains, finalement, ne bénéficient de rien. Et ce qui me fait mal, généralement, c'est que c'est les soldats les moins gradés, généralement, qui vont au front pour aller mourir. Oui, mais c'est ça. Et généralement, les plus gradés, même le soldat qui va en mission, par exemple, d'accord, pour aller, pour prendre le risque d'aller en mission, le haut gradé, il est là dans son bureau et il attend même que ce soldat revienne de mission. Et le peu qu'on lui donne, qu'on lui attribue, il doit encore prendre dedans. Il doit encore prendre dedans et c'est malheureux. C'est malheureux. Et bizarrement, c'est que le gars, dites-vous que peut-être que parmi, si on faisait une enquête et qu'on allait fouiller peut-être, vous allez voir peut-être qu'il se pourrait, même que peut-être, même parmi ces soldats qui sont décédés, il y en a à qui l'on doit encore des frais de mission. Il y en a à qui peut-être, qui ont fait des gardes, et qui, même pour les gardes pour lesquels on les a tués, il y en a qui n'ont même encore jamais reçu les sous qu'ils ont envoyés à leur famille. C'est possible, c'est possible. Voilà qui est dit. Merci Judy Kayel, merci Marc. Nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Non, je crois que au mot de fin, ça va directement à l'endroit des soldats qui sont décédés. Que leur âme repose en paix et que Dieu ait un regard miséricordieux envers chacune de leurs familles. Et que les enfants puissent avoir un avenir meilleur. Judy Kayel, Janvier Babili. Merci Maury. Promettez-nous de vite nous revenir encore. Je dirais rien en direct maintenant parce que manger au Bénin, c'est pas facile. Il ne faudrait pas qu'on laisse nous manger pour venir nous asseoir sur le plateau. Voilà. Non, c'est toujours bon c'est d'abord notre métier d'échanger. Vous voyez que vous voulez confronter Marc, le saisonnier, dans sa position. Ça. Il faut que nous devons vous soutenir aussi parce que vous avez une mission. Une grande mission. Informer le peuple, c'est pas facile. Beaucoup pensent aujourd'hui à WhatsApp, tout le monde écrit, balance comme il veut, mais c'est pas ça. Nous allons y arriver quand même à travers ce que nous sommes en train de faire comme réforme. Je veux juste souhaiter du bonheur à tout le monde. Demander aux Béninois d'avoir du courage. C'est le courage et la détermination qui nous amèneront loin. C'est tout ce que je peux dire en conclusion et paix aux âmes des défunts. Voilà. Je ris à cause du réalisateur.
Voilà, merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui dans ce numéro du Forum des rédactions Marc Goudianou, directeur de publication Info Zénith. Merci d'être venu. Judika Janvier Baguidi, il est à ma droite comme Jésus à la droite du Père, promoteur du journal Écho de nos communes. Merci. Akilas Yarigo est tête à la réalisation avec bien sûr Jacob Chogodo, si je prononce bien. Si ce n'est pas le cas, toutes mes excuses. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc en 7 pour un autre numéro du Forum des rédactions. Portez-vous bien et à très vite.